Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine. Alors cette semaine, on va parler évidemment du mouvement des paysans dans ce pays. On va parler du discours de politique générale du Premier ministre Attal, ou plutôt du discours de propagande ou de souffrance générale qu'il a présenté au peuple français. On va parler aussi de ce qui continue de se passer à Gaza et de la décision de la Cour internationale de justice qu'il faut impérativement faire respecter. Et puis, on va terminer par une victoire historique, alors celle qu'on a eue cette semaine avec l'IVG, mais aussi celle que nous allons célébrer dimanche avec le 230e anniversaire et commémoration de l'abolition de l'esclavage le 4 février 1794. Générique. Alors on commence par évidemment le mouvement qui secoue le pays en fait depuis 2 semaines, mais de fait depuis plusieurs mois. Parce que depuis plusieurs mois, vous avez dû voir un peu partout des panneaux des villes qui étaient renversés pour exprimer la colère des agriculteurs qui disaient que le monde marchait à l'envers. Depuis, cette colère qui était diffuse un peu dans le pays s'est matérialisée avec des blocages un peu partout dans le pays et une pression extrêmement forte sur l'exécutif. Que disent les paysans qui ont été un peu partout pour bloquer le pays et qui ont été jusqu'à aller vers les grandes villes et notamment vers Paris? Ils disent d'abord qu'il est insupportable de ne pas pouvoir vivre de leur travail. C'est 20% des paysans qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc qui sont pauvres dans ce pays. C'est la profession qui se suicide le plus dans tout le pays, de toutes les professions. C'est un nombre de paysans qui n'arrivent pas à vendre leurs produits à des prix corrects, qui leur permet juste d'avoir un revenu digne. Et puis la deuxième chose que dénonçaient les agriculteurs, que les médias et les macronistes ont aimé transformer en problème de normes, c'est surtout une concurrence déloyale qu'ils subissent, notamment avec des accords de libre-échange qui sont signés à tout va. Les derniers en date de la semaine dernière, c'est ceux qui ont été votés notamment par les macronistes entre l'Union européenne et le Kenya, entre l'Union européenne et le Chili. Mais rappelez-vous, dans notre niche parlementaire le 30 novembre, on avait aussi porté la question de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, qui a lui été ratifié, notamment par Emmanuel Macron, en novembre 2023, et qui là aussi va complètement déréguler. Imaginez que on parle de milliers de tonnes de viande, que ça soit bovine, ovine, etc., mais aussi de lait en poudre, et ça c'est le cas dans plusieurs des accords, qui arriveraient de dizaines de milliers de kilomètres de là, alors que les producteurs de lait sont justement en train de dire qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et donc, nous portons la question du moratoire sur les traités de libre-échange, ainsi de quelque chose qui s'appelle la clause de sauvegarde sanitaire et écologique, qui est de dire quand on interdit par exemple un pesticide en France qui est dangereux pour la santé des paysans, la santé de tout le monde, pour la fertilité des sols, pour la qualité de la ressource en eau, eh bien, il faut aussi interdire tous les produits qui seraient importés avec ce même pesticide. Sinon, c'est une concurrence sauvage auquel sont confrontés les agriculteurs qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Sauf à dire qu'on veut que nos agriculteurs et nos éleveurs soient compétitifs avec des méga-fermes au Brésil ou autres. Ça, c'est l'enjeu du Mercosur. Et évidemment, il ne peut pas en être question. Donc, il faut les protéger de cette concurrence déloyale. Donc ça, c'est ce que nous, on portait comme réponse aux revendications des agriculteurs. Et pour vous montrer à quel point, dans le monde paysan, comme dans toute la société, il y a des ultra-riches et puis une grande majorité qui est en train de souffrir, je voudrais vous donner un exemple de ce qui est peut-être le symbole de ce qui se passe autour du mouvement paysan. Ce symbole, c'est Lactalis. Alors Lactalis, c'est qui? C'est le numéro 1 français de l'agroalimentaire, donc qui est dans les top 10 mondiaux, qui a un chiffre d'affaires de 28 milliards en 2022, qui a augmenté de 28%, et qui a transformé, juste pour vous donner une idée, 22,6 milliards de litres de lait en fromage, yaourt, beurre, crème. Et donc, on retrouve chez Lactalis, par exemple, les marques comme Lactel, Bridel, Rondelet, L'Air-d'Amer, etc., avec une production de 10 camemberts par seconde. Alors, pourquoi est-ce que Lactalis est une des cibles du mouvement paysan? Parce que le patron de Lactalis s'appelle Emmanuel Besnier. Emmanuel Besnier est le 6e homme le plus riche de France. Il a son frère et sa sœur qui sont eux 16e et 17e fortune française avec 9 milliards chacun. Quant à Emmanuel Besnier, lui, il a une fortune de 25 milliards de dollars qui a augmenté de 70% depuis 2020, soit qui a augmenté sa fortune de 10 milliards de dollars depuis 2020. Alors pourquoi? Comment ça se passe? Lactalis refuse d'augmenter le prix du lait
auquel il achète le lait aux producteurs de lait, donc aux éleveurs français. Alors que les éleveurs français sont confrontés à une hausse du prix de l'énergie, sont confrontés à une hausse des matières premières pour nourrir leurs bêtes, etc. Donc, ils ont refusé d'augmenter les prix. Par contre, eux ont augmenté de manière extrêmement significative leur marge. Et si je vous donne un chiffre qui va vous permettre de tout comprendre, l'année dernière, les prix qui étaient payés aux producteurs ont baissé de 10%. Donc, les prix de vente de leurs produits ont baissé de 10%. Pendant que le prix d'achat aux consommateurs, donc vous qui allez acheter des produits dans les supermarchés, ont eux augmenté en moyenne de 14%. Où est passé cet argent? Eh bien, notamment dans la poche de Lactalis et de beaucoup d'autres qui ont fait exploser leur marge sur cette question, d'autant que Lactalis a touché juste 75 millions de la PAC, donc de la politique agricole commune, entre 2002 et 2013, et que via une société écran luxembourgeoise, elle a réussi à soutirer 220 millions au fisc entre 2013 et 2018. Bref, Lactalis, c'est le symbole du système économique qui broie les agriculteurs et les éleveurs de ce pays. C'est-à-dire certains qui s'en mettent plein les poches pendant que les autres sont en train de crever la bouche ouverte, notamment qui sont en train de faire un métier pour nourrir le pays en récoltant en quelque sorte des dettes et qui sont écroulés sous les dettes. C'est pourquoi nous avions vu juste quand, dans la niche parlementaire du 30 novembre 2023, nous avions déposé une proposition de loi, c'est Manuel Bompard qui l'avait portée, pour dire qu'il faut un encadrement des marges pour arrêter que la grande distribution et l'industrie agroalimentaire comme Lactalis et d'autres s'en mettent plein les poches et faire en sorte qu'on ne puisse pas vendre, et ça c'est un point très important, qu'on ne puisse pas vendre des produits en dessous d'un prix garanti. Un prix garanti qui garantit à la fois la rémunération de l'agriculteur, mais aussi le prix de coût des matières premières. Donc, qu'on ne puisse pas vendre à perte, ce qui est le minimum du minimum. D'autres pays l'ont fait, donc la France pourrait très bien le faire. Il suffirait d'une loi qui, je le rappelle, avait échoué à 6 voix près, notamment avec la mobilisation des macronistes contre cette loi. Si nous avions fait adopter cette loi, s'ils avaient décidé d'adopter cette loi, alors nous serions dans une toute autre situation où les agriculteurs de ce pays pourraient vivre dignement ce qu'ils demandent juste et ce qui est normal. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait un soutien massif au mouvement des paysans, notamment parce que tout le monde comprend qu'on veut vivre de son travail et donc il faut augmenter le SMIC, augmenter les salaires, etc. Donc ça c'est important. Alors quelle a été la réponse du gouvernement face à ce mouvement de colère? Ils ont fait une première réponse qui a aggravé la situation, une deuxième réponse qui a re-aggravé la situation, puis une troisième réponse où là les agriculteurs ont dit un peu par lassitude, parfois comme ils le disent eux-mêmes, ils ont dit bon on va voir ce que ça donne et on verra si on revient ensuite faire des blocages sur les autoroutes, sur les ronds-points et à d'autres niveaux. Le problème des réponses qui ont été apportées par le gouvernement, c'est qu'il n'y a aucun changement de logique. Aucun. C'est-à-dire qu'ils n'ont toujours pas répondu à la question de savoir comment est-ce que les agriculteurs et les agricultrices peuvent vivre dignement de leur travail. Donc il n'y a rien sur les prix garantis, donc pour assurer un revenu digne aux paysans de ce pays. De même que sur la question du moratoire sur le libre-échange, ils ont dit pour l'instant on arrête les négociations avec le Mercosur, mais ils ont fait la Nouvelle-Zélande, mais ils ont fait avec le Chili, mais ils ont fait avec le Kenya. Et ils disent avec le Mercosur en l'état, ça veut dire que peut-être attendent-ils les élections européennes et puis après de nouveau ils recommenceront les négociations, ce qui ne nous convient pas. Et ensuite, ils se sont beaucoup attaqués aux normes environnementales et notamment à ce qui est essayé de réduire l'usage des pesticides dans ce pays. Ce qui est dramatique, je rappelle un chiffre que le Centre international de recherche sur le cancer a sorti récemment qui montre que d'ici 2050, il pourrait y avoir 77% des hausses des cas de cancer dans le monde, ce qui est énorme. Qui sont les premières victimes des pesticides dans ce pays? Eh bien, ce sont d'abord les paysans et les paysannes elles-mêmes. Ce sont eux qui sont d'abord et avant tout, qui sont empoisonnés par des grandes firmes comme Monsanto et d'autres qui ne cessent de vouloir continuer à vendre du glyphosate à tout va, qui épuisent les sols et les ressources en eau, ce dont les agriculteurs ne veulent pas. Donc la question n'est pas celle de détricoter les normes comme sont en train de le faire le gouvernement. La question est de savoir comment est-ce qu'on met des normes qui protègent les agriculteurs et qui permettent de faire face à la situation et de pouvoir vivre dignement de leur travail. Bref, donc le gouvernement n'a absolument pas répondu à la colère des agriculteurs sur le long terme et cette colère risque de revenir. Je voudrais quand même vous faire un petit point sur ce qu'on a présenté comme les meilleurs amis des agriculteurs. J'ai nommé le Rassemblement national. Alors déjà, je veux dire à quel point je suis fière puisque ce sont les insoumis qui ont été le plus
sur des points de blocage discutés avec les agriculteurs. Et le Rassemblement national, qu'on montrait à grand renfort de médias, a voté contre au Parlement national, donc à l'Assemblée nationale, contre l'indemnisation des agriculteurs victimes de catastrophes naturelles, et vous savez que ça va se multiplier avec le dérèglement climatique. A voté contre le moratoire sur les méga-bassines, vous savez, ces méga-bassines qui pompent directement dans les nappes phréatiques au profit d'un tout petit nombre d'agriculteurs et au détriment de tous les autres. A voté contre des amendements pour protéger la rémunération des agriculteurs alors que c'est leur revendication principale. Et au niveau européen, alors là vous avez contre tout, contre le plafonnement des marges dans la chaîne de distribution agricole, donc exactement le problème qui est posé avec Lactalis et les autres. Ils ont voté contre beaucoup de choses qui visaient à rendre plus équitable la PAC, la politique agricole européenne, puisque aujourd'hui, 80% des aides de la PAC en France vont à seulement 20% des agriculteurs. On favorise d'aller à l'hectare plutôt que d'aller par exemple à l'actif, à la personne, ce qui est un modèle désastreux. Ils ont voté contre aussi la fin de l'indexation de la politique agricole commune sur les surfaces cultivées, donc ce que je disais sur l'hectare à l'instant. Ils ont voté contre des garanties des prix pour faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre dignement. Et ils siègent dans un groupe qui ont voté les accords de libre-échange, notamment entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, qui est désastreux pour notamment les éleveurs de ce pays. Et je le dis, le groupe insoumis est le seul, au niveau européen, à être dans un groupe qui est coprésidé par Manon Aubry de la gauche européenne, qui a voté unanimement et collectivement contre tous les accords de libre-échange qui ont été votés au Parlement européen. Et puis, je le dis aussi parce que Julien Audoul est devenu député français depuis 2022. Julien Audoul, rappelez-vous, c'est celui qui, en 2019, alors qu'un agriculteur venait de se pendre, je vous le disais, un agriculteur se suicide tous les 2 jours dans notre pays, alors qu'un agriculteur venait de se pendre de désespoir, eh bien Julien Audoul est celui qu'on entend dans un enregistrement ironiser sur ce suicide en se demandant si la corde qu'il avait utilisée pour se pendre était française. Vous admirez à quel point c'est formidable d'empathie, pendant que un autre conseiller régional RN, qui était Rassemblement national, qui était aussi avec lui ce même jour, lui demandait si l'agriculteur s'était pissé dessus. Vous voyez à quel point il respecte les agriculteurs de ce pays. Bref, comme d'habitude, le Rassemblement national est une arnaque, et une arnaque qui est d'une indécence absolument totale. Deuxième point sur lequel je voulais revenir dans ce panorama, c'est évidemment le discours qu'a fait Gabriel Attal à la tribune de l'Assemblée nationale. Alors c'était un discours qu'on attendait depuis longtemps puisque, rappelez-vous, alors qu'il avait été nommé, nous avons attendu 2 semaines pour qu'il vienne faire un discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Ce qui est normal, c'est-à-dire qu'on va expliquer quelle est sa feuille de route devant la représentation nationale. Bon, en fait, ce discours de politique générale, il avait déjà été fait 2 semaines auparavant par Emmanuel Macron lui-même, preuve que personne ne l'a attendu, même pas le président de la République. Et personne ne l'a attendu puisque les paysans manifestaient leur colère, les professeurs, je vais en reparler, manifestaient aussi jeudi 1er février leur colère. Donc bref, personne n'attend rien du gouvernement Attal. Mais il a fait un discours qui est extrêmement réactionnaire et violent. Qu'a-t-il annoncé? Alors, plusieurs choses. Je vais commencer par le programme de souffrance sociale qu'il propose au pays. Donc, il veut généraliser définitivement les 15 heures d'activité pour pouvoir toucher le RSA dans ce pays, ce qui est une abomination. Il a annoncé vouloir faire une énième réforme de l'assurance chômage, ça serait déjà la 3e, et toutes ont été désastreuses. Et je rappelle que dans notre pays, nous sommes déjà dans un moment où plus d'un chômeur sur 2 dans ce pays n'est pas indemnisé, et que si nous voulons résoudre le chômage, il faut créer des emplois là où nous en avons besoin, à l'hôpital, dans les écoles, dans, je le disais, la transformation de notre modèle agricole, dans les énergies renouvelables, bref, dans tous les endroits où nous devons impérativement changer notre modèle de production et de consommation. Et que eux font tout le contraire, c'est-à-dire faire la chasse aux chômeurs plutôt que de faire la chasse au chômage. Donc ensuite ils ont annoncé qu'ils allaient avancer sur la réforme de l'aide médicale d'État, qui va être un désastre en termes de politique de santé publique. Il a annoncé que maintenant les patients qui ne préviendraient pas s'il manquait un rendez-vous chez le médecin devraient payer pour la consultation. Bref, des choses qui sont un carnage social. Et en plus, pour vous montrer à quel point ils ont enfoncé la France, 7e puissance économique au monde, dans un déclin insupportable, il annonce, Monsieur Attal, qu'il va nommer un émissaire pour aller rechercher des médecins étrangers, alors que normalement,
Ce devrait être la France qui, justement, envoie des médecins à l'étranger pour aider les autres pays. Eh bien non, ce que nous allons faire, nous, c'est aller chercher des gens formés dans d'autres pays pour les ramener en France, ce qui est la preuve du déclin insupportable dans lequel ils nous ont enfermés. Mais je veux insister sur plusieurs choses. La première, c'est ce qu'il annonce pour la jeunesse de ce pays qui, je le rappelle, est extrêmement précarisée, se retrouve à faire des files d'attente devant les banques alimentaires, se retrouve socialement trié par Parcoursup et dans l'angoisse de l'inaction de ce gouvernement sur le dérèglement climatique. Alors qu'annonce-t-il pour la jeunesse? D'abord, de généraliser le service national universel totalement pour tous les jeunes en 2026, donc de mettre au pas la jeunesse. Ensuite, il reparle des uniformes, donc uniformes dont il n'a jamais été prouvé une seule fois qu'ils aient changé quelque chose dans l'école et qui ne correspondent pas du tout aux besoins puisque les élèves n'ont pas besoin d'uniformes mais ont besoin qu'on les forme correctement, c'est-à-dire qu'on donne des moyens à l'école publique dans ce pays. Et il annonce quelque chose, avec force, sur des travaux d'intérêt éducatif pour les personnes de moins de 16 ans qui commettraient je ne sais quel délit. Je le redis ici, les jeunes de moins de 16 ans doivent avoir leur place à un seul endroit, c'est-à-dire à l'école. Et si M. Attal veut donner des moyens à quelqu'un, ce n'est pas pour faire des travaux d'intérêt éducatif, mais il doit les donner notamment aux éducateurs de rue, à ceux qui font de la prévention sur cette question-là et aider les familles plutôt que de les enfoncer en les stigmatisant. Et qu'a-t-il dit à ce moment-là ? Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Eh bien, monsieur Attal, je vous le dis ici, le seul qui a cassé tout dans ce pays, c'est vous, votre gouvernement auquel vous participez depuis maintenant 7 ans. Et les professeurs lui ont fait une magnifique réponse ce 1er février avec 47% des professeurs des collèges et des lycées qui étaient en grève jeudi 1er février et 40% des professeurs de maternelle et de l'école primaire qui eux aussi étaient en grève. Un niveau de mobilisation extraordinaire en réponse à Gabriel Attal, à la ministre qu'ils ont choisie avec M. Emmanuel Macron, c'est-à-dire Mme Oudéa Castéra, à qui toute la foule leur a demandé de partir de là, puisque c'est la seule chose qu'il lui reste à faire, et qui était une magnifique réponse au fait de dire que ceux qui cassent des choses dans ce pays, on l'a vu avec l'effondrement de l'hôpital public, on le voit en ce moment avec l'école, qui est dans une situation similaire, qui est en train de s'effondrer exactement pareil. La faute à qui? La faute à Macron, la faute à Attal, notamment avec Attal qui fait des groupes de niveau, une idée complètement stupide, qui est aussi stigmatisante qu'inefficace sur le plan pédagogique. Mais c'est la faute à Macron parce que depuis 2017, ils ont fermé 1000 écoles, parce que depuis 2017, ils ont supprimé 10 000 postes, 10 000 postes dans l'éducation nationale. Et donc, les seuls qui cassent l'école publique en ce moment s'appellent Monsieur Attal, Monsieur Macron, Madame Oudéa Castéra, et que, je crois, il faut qu'ils partent tous et qu'on change de politique rapidement, parce que ce qu'a dit Monsieur Attal, c'est en fait le bilan de leur propre politique et de leur propre échec. Voilà ce que propose Gabriel Attal au moment même où la Fondation Abbé Pierre rend son nouveau rapport qui rentre chaque année sur l'état du mal-logement dans notre pays. Et autant dire que c'est catastrophique. Ils le disent eux-mêmes. La bombe que constitue le logement social a explosé. Donc maintenant, on est à 4,2 millions de personnes qui sont non ou mal logées. 4,2 millions. On a 330 000 personnes qui sont sans domicile fixe, chiffre qui a augmenté, qui a doublé en 10 ans et triplé en 20 ans. Et avec ce chiffre qui est absolument effrayant, qui montrait que chaque soir, il y avait 1340 enfants qui dormaient à la rue parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de solution avec le 115 dans des hôtels, dans des lieux de fortune où ils pourraient se réfugier. 1340 enfants dans un pays comme le nôtre. De même qu'il rappelait que 2,6 millions de personnes sont en attente d'un logement social. Or, Gabriel Attal vient de faire une annonce qui montre que jamais ils ne pourront accéder au logement social. Bref, c'est une situation qui est catastrophique et qui est là aussi directement le résultat des politiques qu'ont menées Emmanuel Macron, Gabriel Attal et les autres depuis maintenant 7 ans. Et il se trouve que jeudi, c'était non seulement le rendu du rapport de la Fondation Abbé Pierre, mais aussi les 70 ans de l'appel de l'Abbé Pierre qui faisait un appel à tout le pays alors qu'une femme était morte gelée sur un trottoir. Eh bien, 70 ans après, nous sommes dans une situation similaire, peut-être plus grave, et il doit, je crois, se retourner dans sa tombe quand il voit les politiques qui sont menées aujourd'hui. Je rappelle les mots qu'avait l'abbé Pierre qui doivent résonner très fort aujourd'hui. La politique consiste à savoir à qui on prend l'argent et à qui on va le donner
pour que les gens évitent de crever? Eh bien, je crois que tout est dit et que ce que vient d'annoncer Attal, qui est, je crois, la pire régression depuis des décennies et des décennies sur la question du logement social, doit être combattu pied à pied. En tout cas, nous savons à qui prendre l'argent et à qui le donner pour mettre fin à leur monde de malheur. Nous continuerons à résister. Troisième sujet dont je voulais vous parler, c'est évidemment la situation à Gaza, qui continue d'être terrifiante, avec des Palestiniens et des Palestiniennes dont les nuits continuent d'être hantées par les bombes de Netanyahou et les bombes du gouvernement israélien, avec plus de 27 000 personnes d'ores et déjà qui sont mortes sous ces bombes, chiffres dont on le sait qui sont sous-estimés puisqu'il y a aussi des milliers de disparus qui probablement sont sous les décombres et des personnes qui ne sont pas dans ce décompte macabre dans lequel pourtant 70% des victimes sont des femmes et des enfants, je voudrais le rappeler. Donc une situation qui continue d'être dramatique sur cette question et hier, il y a les bureaux de handicap international et de l'Agence belge du développement qui ont été visés et qui donc ont été détruits par des frappes israéliennes qui prouvent que le gouvernement de Netanyahou continue ses crimes de guerre en visant notamment des bureaux humanitaires et des bureaux qui concernent directement des États sans qu'il y ait presque aucune réaction sur cette question. Nous sommes très inquiets de ce qui est en train de se passer, notamment de la réponse d'Israël et du gouvernement Netanyahou à ce qui a été la décision historique de la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice nous a donné raison sur nous qui disions depuis des semaines et des semaines que aucun crime de guerre ne pouvait justifier d'autres crimes de guerre et qu'il fallait aller vers le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Qu'a dit la décision de la Cour internationale de justice? Qu'il y avait un risque sérieux génocidaire. Et donc, à partir de là, cette décision qui dit qu'il y a un risque génocidaire oblige l'ensemble des pays qui sont signataires de la Convention de 1948 pour la prévention et l'interdiction des génocides sont de fait responsables de faire respecter cette décision. Parce que cette décision n'est pas seulement une décision qui est donnée à un T, mais qui se poursuit puisqu'ils ont donné des mesures conservatoires, des mesures que doit exécuter le gouvernement de Netanyahou pour faire en sorte de cesser les massacres qui ont cours à Gaza. Donc ça oblige la France, ça oblige l'ensemble des États et ça oblige aussi des États comme par exemple les États-Unis qui livrent des armes à Israël, qui sont donc de fait complices de ce risque génocidaire s'ils continuent à le faire de cette manière. De même, la Cour internationale de justice insiste beaucoup sur l'aide humanitaire qui doit être apportée au peuple palestinien, parce que le peuple palestinien meurt tout autant des bombes que de la famine, que de la soif, que des maladies, avec une destruction sans précédent de tout le système de santé, avec des hôpitaux qui ont été sciemment visés. Du coup, c'est notre inquiétude qui arrive, c'est que la réponse d'Israël à cela a été d'incriminer l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens en disant que certains de leurs salariés auraient participé aux crimes de guerre du Hamas du 7 octobre. La réponse de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, lorsque ces accusations ont été proférées, ont été d'arrêter les contrats de travail des 12 personnes qui seraient incriminées dans ces crimes de guerre. Je tiens à dire que ça arrive juste après la décision de la Cour internationale de justice, donc ils ont arrêté les contrats, ils ont lancé une enquête, bref, ils ont fait exactement ce que devait faire une agence des Nations Unies. Mais déjà, plusieurs pays ont annoncé qu'ils allaient enlever leur financement à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Cette décision est gravissime et j'aimerais que vous la compreniez. Pourquoi est-ce gravissime ? Parce que ça veut dire mettre en danger de mort plus de 2 millions de Palestiniens qui dépendent uniquement de l'aide de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. De même que c'est mettre en danger tous ceux qui sont par exemple dans les camps des réfugiés palestiniens au Liban qui, du fait de cette décision, pourraient ne plus aller à l'école, pour donner un exemple très concret de ce que ça veut dire dans la vie des gens. Eh bien, je le dis, aucune punition collective ne justifie cela. Ce n'est pas possible. Il y a une enquête qui va être menée pour savoir si oui ou non les 12 membres ont participé à des crimes de guerre. Et comme tous ceux qui ont commis des crimes de guerre, ils devront être jugés. Mais personne n'a à subir les conséquences de cela. Et donc, j'appelle les États à faire en sorte qu'ils continuent de financer l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Parce que sinon,
Ils décident sciemment de mettre en danger de mort les 2 millions de Palestiniens qui sont notamment à Gaza. Et ça va dans le sens de la décision de la Cour internationale de justice qui dit il faut impérativement faire en sorte qu'on achemine de l'aide au peuple palestinien qui est en risque génocidaire aujourd'hui, si je reprends leurs termes. Nous, Insoumis, nous avons pris beaucoup d'initiatives pour la paix. Jean-Luc Mélenchon s'était rendu au Liban pour alerter sur le risque de propagation du conflit et pour appeler à la paix et au cessez-le-feu immédiat. Il s'était rendu aussi avec Arnaud Le Gall justement à La Haye pour suivre la plaidoirie de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice. Et nous avons une reconnaissance immense pour ce qu'a fait l'Afrique du Sud qui a fait avancer le droit, parce que le droit est la seule manière que nous ayons pour lutter contre la loi des forts, c'est-à-dire rappeler que le droit international doit être respecté. Et nous allons avoir d'ici la fin de semaine une délégation de parlementaires emmenée par Éric Coquerel qui ira à Rafah, là aussi pour appeler au cessez-le-feu immédiat et être une nouvelle initiative des Insoumis et des Insoumises pour appeler à la paix. N'ayez jamais honte des convictions que vous portez. Continuez à porter haut et fort l'idée que nous sommes le mouvement de la paix, de celles et ceux qui refusons que ce qui pourrait être le premier génocide du XXIe siècle se passe devant nos yeux sans que nous n'ayons rien dit, rien fait. Donc nous continuerons à agir sur cette question. Enfin, je voulais vous parler de 2 choses importantes qui se sont passées cette semaine. D'abord, je vous en avais beaucoup parlé, mais nous avons concrétisé ça puisque mardi, nous avons voté, l'Assemblée nationale, la première étape de la consécration du droit à l'avortement dans la Constitution, qui est un combat que je mène depuis 1 an et demi avec le groupe parlementaire. Alors, il reste encore le vote au Sénat, puis le vote au Congrès avec les 2/3 des parlementaires qui doivent acter cette entrée du droit à l'avortement dans la Constitution. Mais en tout cas, c'est une victoire historique. La France va devenir, très probablement bientôt, le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa Constitution. Et cette victoire est d'abord celle des militantes, des associations, des collectifs qui luttent sur cette question depuis des années, des parlementaires aussi parce qu'on a tordu le bras à Emmanuel Macron pour l'obliger à présenter ce projet de loi constitutionnel. Et évidemment, un signal très important pour toutes les femmes du monde qui luttent pour le droit à disposer de leur corps. Et je le dis avec d'autant plus de plaisir que là, les Polonaises, vous le savez, je vous en ai souvent parlé là aussi, il y a 6 femmes polonaises qui étaient mortes suite à la quasi-interdiction de l'avortement. Eh bien, les Polonaises sont en train de récupérer un des premiers droits qui leur avait été enlevé, c'est-à-dire le droit à la contraception d'urgence. Puisque quand l'extrême droite était arrivée au pouvoir, ils avaient commencé par interdire la vente de la pilule du lendemain sans ordonnance. Je vous fais pas de dessin, aller chez le médecin pour avoir une ordonnance, etc., faisait que dans les délais, c'était quasiment impossible pour les femmes d'avoir accès à la contraception. Et donc nous, quand on l'inscrira dans la Constitution, dans le cadre de la Constituante, on mettra droit à l'avortement, mais aussi droit à la contraception, qui est le corollaire de ce droit pour les protéger pour le temps long. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui et on va continuer de suivre cette bataille avec attention jusqu'à la fin pour qu'on obtienne cette victoire définitive très importante dans l'histoire de notre pays. Et puis, il y a une deuxième chose dont je voulais vous parler qui sera plutôt celle de la fin de semaine, qui est un moment très important que nous commémorons depuis des années parce que dimanche, ça va être le 230e anniversaire de la commémoration de la première abolition de l'esclavage, le 4 février 1794. Alors moi, je serai au Mans à l'invitation de Élise Le Boucher, députée insoumise, qui fait un comité autour de René Levasseur. René Levasseur, c'est le député de la Convention du Mans qui avait porté justement la question de l'abolition de l'esclavage, l'avait voté, l'avait fait adopter le 7 février 1794. Et puis on rendra hommage à un autre député qui s'appelle Jean-Baptiste Bellay, sur lequel on se bat depuis des années pour que son portrait puisse se trouver dans l'Assemblée nationale, voire même qu'une salle soit nommée au nom de Jean-Baptiste Bellay, parce que Jean-Baptiste Bellay est un esclave, un ancien esclave, premier député noir qui, et ça c'est assez magnifique dans l'histoire de ce qu'il porte comme symbole, ancien esclave qui a porté l'abolition de l'esclavage, qui montre que l'abolition de l'esclavage est d'abord une lutte qui a été conquis d'abord par les premières et premiers concernés. Et donc, je crois que ça serait un symbole extrêmement fort qu'on puisse retrouver Jean-Baptiste Bellay comme un hommage à la victoire de l'humanisme sur l'exploitation de l'homme sur l'homme à travers la figure de Jean-Baptiste Bellay dans notre assemblée. Donc, on ira au Mans célébrer leur deux mémoires et puis commémorer le triomphe qu'a été la première abolition de l'esclavage,
qui, je le rappelle, a toujours été une lutte qui continue et qui a été celle que nous avons vécue dans le moment où ont été interdits le travail des enfants, dans celui ensuite où de la semaine de travail de 48 heures, puis de 40 heures, puis de 35 heures, dans celle d'avoir 2 semaines de congés payés, puis une 3e semaine, puis une 4e semaine, puis une 5e semaine. Bref, c'est la lutte que nous tenons tout au long de l'histoire. Et nous, insoumis, poursuivons cette quête absolue de l'égalité des êtres humains entre eux et de cette quête pour la vie digne de toutes et tous. Je vous le dis d'autant plus qu'à l'époque, lorsque ceux qui ne souhaitaient pas qu'on abolisse ce crime contre l'humanité disaient « Mais comment voulez-vous qu'on fasse si on abolit l'esclavage? Alors combien va coûter le prix du sucre ?» Rappelez-vous-en toujours parce qu'à tous les moments, on va vous demander combien ça coûte de faire de nouvelles conquêtes sociales, la 6e semaine de congé payé, la retraite à 60 ans et tout ça. Eh bien, à ceux qui, justement, refusaient d'abolir l'esclavage, Robespierre répondait « Périssent les colonies plutôt qu'un principe de la République, celle de l'égalité des êtres humains entre eux. » C'est ce combat-là que nous poursuivons et que nous continuons. Enfin, si vous voulez aller un peu plus loin, je voudrais vous recommander une vidéo qui est parue sur la chaîne YouTube Pas du Stream. C'est une interview de Thomas Gibert, qui est secrétaire national de la Confédération paysanne. Et vous verrez, c'est une interview assez longue, c'est 1 heure de temps de parole. On n'est pas sur BFM, donc il a bien le temps de développer et ça vous permettra d'aller plus loin sur la première partie de la vidéo et d'avoir les revendications d'un syndicat qui essaye justement à tout moment de faire le lien entre justice sociale, justice écologique et de penser dans le temps long ce que doit être l'agriculture et la paysannerie française. Belle semaine à vous!